Deuxième partie. Les années Kennedy et Johnson, 1960-1968. Chapitre 8. Quand la CIA cherchait à tuer Fidel. Fidel Castro présente un point commun avec les grands héros de films d'action américains, sa capacité à défier la mort et à traverser intactes les pires choses-trappes. Cigares piégés, assauts sous-marins, empoisonnement, tout a été envisagé pour l'éliminer. Rien n'a fonctionné. Aucun autre chef d'État étranger n'a été dans l'histoire la cible d'un tel acharnement de la part de la CIA. Pour comprendre cette obsession castriste qui a gouverné la politique américaine pendant près de 50 ans, il faut revenir à la révolution cubaine. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro chasse le directeur Batista du pouvoir sur l'île de Cuba, traditionnel havre de jeux et de plaisir pour riches Américains. Aux yeux de l'administration, il semble hors de question de laisser un gouvernement socialiste révolutionnaire prospérer à proximité de ses côtes. Pourtant, lors de sa première visite aux États-Unis en avril 1959, Castro n'est pas encore l'ennemi proverbial qu'il deviendra. Il rencontre même un officier de la CIA qui le décrit dans son rapport comme un nouveau chef spirituel pour l'Amérique latine démocratique et antidictatoriale. Mais le président Eisenhower ne partage pas cette fraîcheur, et la méfiance de rigueur à Washington envers les révolutionnaires du Sud l'emporte. Dulles donne le feu vert à une élimination de Castro. Un groupe anti-Castro est mis en place dès le mois de janvier 1960 par le directeur des opérations, Richard Bissell, constitué essentiellement des officiers de l'opération guatémaltèque ayant eu lieu 6 ans plus tôt. Commence alors un des épisodes les plus créatifs de l'histoire de la CIA, qui multiplie les scénarios les plus improbables. Une note de 7 pages soumise au président Nixon envisage d'introduire dans la nourriture de Castro une drogue hallucinogène qui créera chez lui un comportement irrationnel et le fera se couvrir de ridicule en public. En mars 1960, la CIA propose plus sérieusement à Eisenhower de créer de toutes pièces une opposition en exil, dotée d'une radio clandestine et entraînée à Panama pour envahir Cuba et y déclencher une insurrection, qui sera alors soutenue par des parachutages d'armes. On reconnaît le schéma qui a si bien réussi contre Arbenz au Guatemala. Le but est de faire chuter Castro juste avant la prochaine élection présidentielle qui doit opposer Nixon à Kennedy à la fin de l'année. Le feu vert est donné, mais le plan ne peut aboutir avant les élections. En pleine détente avec Khrouchtchev, Eisenhower est empêtré dans l'affaire de l'avion espion U-2 abattu par les Soviétiques et dont le pilote Francis Gary Powers révèle son appartenance à la CIA. Pendant ce temps, la CIA déploie sa cellule anti-Castro à Miami et un camp de 500 rebelles est installé, non pas à Panama, mais au Guatemala. Le problème est que Miami grouille de réfugiés cubains, dont certains sont des espions au service de Castro. Le plan d'invasion devient de moins en moins secret. Richard Bissell estime que ce plan réussira d'autant plus facilement que Castro pourra être éliminé en amont. Il contacte donc tout simplement la mafia, par l'intermédiaire de l'homme de main Robert Mailloux, pour lancer un contrat contre Fidel. L'organisation du crime a quelques raisons d'en vouloir au leader cubain, qui l'a dépossédé de ses maisons de jeu. Elle accepte le contrat, mais ne se précipite pas pour intervenir. En septembre, l'élection est imminente, et il devient évident que l'opération d'invasion n'est pas mûre. Trop d'amateurisme, manque de relais sur l'île. Le soutien des marines américains serait une condition sine qua non pour réussir. C'est politiquement impensable, et Nixon demande à la CIA de suspendre ses projets le temps de l'élection. John Kennedy est élu président des États-Unis, avec une très courte avance. Il reconduit immédiatement Allen Dulles dans ses fonctions. Avec Richard Bissell, Dulles présente au nouveau président le projet d'invasion de l'île, qu'Eisenhower n'avait pas encore approuvé,
comme prêt à être activé. Dans l'euphorie de sa victoire, l'équipe Kennedy ne se pose pas de questions sur la viabilité du plan. Le parrain mafieux Sam Giancana, qui a largement soutenu l'élection de J.F. Kennedy, a promis de faire tuer Castro le jour programmé pour l'invasion. Ensuite, tout se déroulera comme prévu. Or, selon le témoignage de Ramiro Valdés, le fondateur des services secrets cubains, ces derniers suivent pas à pas tous les préparatifs de l'opération au Guatemala, en Floride et sur l'île. D'autre part, toutes les personnes ayant accès à Fidel Castro et pressenties par la mafia pour glisser le poison dans sa nourriture s'affolent et s'enfuient ou sont découvertes avant de pouvoir agir. Les mises en garde se multiplient à l'intérieur comme à l'extérieur de la CIA sur les fuites, mais Bissell et Dulles restent imperturbables. Le 17 avril 1961 a donc lieu le désastreux débarquement de la baie des Cochons au sud de Cuba. 114 exilés sont tués, 1200 capturés. Castro marque sa victoire par un discours télévisé de 4 heures qui ridiculise le gouvernement des États-Unis. Kennedy assume l'entière responsabilité de l'échec lors d'une conférence de presse le 21 avril, ce qui lui vaut un soutien sans faille de l'opinion. Comme après lui Ronald Reagan, Kennedy jouit d'une telle popularité que les scandales glissent sur lui sans le marquer. On parle de « président Téflon ». Certes, il sera ensuite critiqué pour son indécision, annuler la deuxième frappe aérienne prévue lors de l'assaut, après l'échec d'une première frappe préalable, condamnait les assaillants à la défaite. Selon la version officielle, Kennedy craignait que son administration soit trop ouvertement impliquée dans ce qui devait rester une affaire purement cubaine. Surtout, il s'apercevait qu'il avait trop vite fait confiance à Allen Dulles. Mais une autre hypothèse est envisageable. Selon Arthur Schlesinger, alors assistant spécial du président, Kennedy n'a jamais pris pour argent comptant les propos rassurants de la CIA et voyait parfaitement les failles du projet, d'autant qu'il était informé de l'échec des tentatives mafieuses sur le sol cubain. Mais il s'inquiétait aussi des conséquences d'une annulation de l'opération. Comment rapatrier sur le sol américain tous ces exilés cubains gonflés à bloc pour en découdre et qui ne manqueraient pas d'étaler dans la presse leur ressentiment contre une administration trop lâche pour mener à bien l'invasion et trop molle dans son anticommunisme. Schlesinger rapporte ce propos de Kennedy. « S'il faut nous débarrasser de ces hommes, autant le faire à Cuba plutôt qu'aux États-Unis, d'autant que c'est là-bas qu'ils veulent aller. » C'est pourquoi, selon le journaliste et biographe de Kennedy, Seymour Hersh, le refus d'annuler l'opération et de la soutenir au plan aérien n'est pas une marque d'indécision, mais bel et bien un calcul politique et cynique visant à se débarrasser du problème sans passer pour un faible aux yeux de l'opinion. Que cette hypothèse soit vraie ou pas, il est certain que J.F. Kennedy, qui fit bonne figure devant la presse, fut personnellement affecté par cette débâcle et développa dès lors une véritable obsession anti-Castro. Ce qui aurait dû marquer le point final des opérations cubaines de la CIA fut plutôt un nouveau départ, avec une escalade de projets d'assassinat, tous voués à l'échec. Dulles et Bissell furent remerciés, et Bobby Kennedy, ministre de la Justice, supervisa personnellement la CIA pour le compte de son frère. Tout au long des années 1960, l'île fut aussi la cible de raids navals ou aériens à plus petite échelle, accomplis par des exilés formés par la CIA. La crise des missiles de Cuba en 1962, dans laquelle un avion U-2 découvrit l'installation en cours de missiles à longue portée sur l'île par les Soviétiques, ne fit qu'attiser la flamme anticastriste. À ces opérations s'ajouta un embargo total de Cuba, y compris sur des biens de première nécessité, et de nombreux coups tordus. Selon une enquête du San Francisco Chronicle parue en 1977,
La CIA introduisit par exemple en 1971 à Cuba le virus de la peste porcine, obligeant les Cubains à abattre 50 000 porcs pour éviter la contagion. Mais c'est dans les attaques contre Fidel Castro lui-même que les scénarios les plus improbables furent déployés, comme le détaille le rapport Church reproduit ici. Dès lors demeure une question qui a hanté Bobby Kennedy jusqu'à sa propre mort. L'assassinat de son frère John à Dallas, le 22 novembre 1963, fut-il la réponse de Fidel Castro aux tentatives lancées contre lui? Il n'est pas possible de le dire tant que le régime castriste reste en place à la Havane, mais il est certain qu'en s'acharnant contre le leader cubain, le président Kennedy aura donné l'exemple à ceux qui l'ont supprimé. Objectif Castro. Extrait du rapport de la commission d'enquête parlementaire Church. L'enquête de la commission a permis de mettre au jour les preuves formelles d'au moins 8 tentatives d'assassinat contre Fidel Castro dans lesquelles la CIA a été impliquée, entre 1960 et 1965. Certains de ces complots n'ont guère dépassé le stade préparatoire. L'une de ces tentatives, qui mettait en jeu des membres de la pègre, a cependant été poussée beaucoup plus loin. On a expédié à Cuba des pilules de poison et on a envoyé des hommes pour accomplir la mission. Dans un autre de ces complots, on a donné à un Cubain anticastriste des armes et divers dispositifs pour assassiner Castro. Ces équipements comprenaient aussi bien des fusils de longue portée que des pilules de poison, des stylos empoisonnés, des poudres contenant des bactéries mortelles et d'autres moyens qui défient l'imagination. Ironie du sort, l'un de ces complots s'est déroulé le 22 novembre 1963, c'est-à-dire le jour de l'assassinat du président Kennedy à Dallas. Ce jour-là, un agent de la CIA remettait à un Cubain un stylo empoisonné destiné à tuer Castro, au moment même où un émissaire du président Kennedy rencontrait le leader cubain pour explorer les possibilités d'améliorer les relations entre les deux pays. Le récit qui suit établit d'abord les faits relatifs à ces tentatives d'assassinat, tels qu'ils sont apparus à la commission d'enquête à travers témoignages et documents. Dans les sections suivantes, la commission a essayé d'analyser comment ces complots ont pu être réalisés et à partir de quel niveau de responsabilité ils ont été autorisés. Les premiers complots contre Castro ne visaient pas à l'assassiner, mais plutôt à détruire sa réputation. Au cours de la dernière année de l'administration Eisenhower, de mars à août 1960, la CIA a songé à miner la sympathie populaire dont jouissait Castro en sabotant ses discours. D'après un rapport de 1967 rédigé par l'inspecteur général de la CIA, un fonctionnaire de la division des services techniques se souvient d'un plan qui prévoyait de répandre dans le studio de radio de Castro une substance dont les effets s'apparentent à ceux du LSD. Cette machination a été abandonnée parce que la substance en question n'était pas très sûre. À la même époque, la division des services techniques a imbibé une boîte de cigares d'une autre substance qui provoque une désorientation temporaire. On espérait amener Castro à fumer un de ces cigares avant de prononcer un discours. L'inspecteur général rapporte aussi un autre projet. On voulait détruire l'image du Castro barbu en saupoudrant ses chaussures de sel de thallium, un dépilatoire puissant qui lui aurait fait tomber la barbe. On voulait profiter d'un voyage de Castro à l'étranger. Un soir, il placerait sans doute ses chaussures à cirer à la porte de sa chambre d'hôtel. La division des services techniques a fait des tests sur des animaux avec ces sels, mais l'idée a sans doute été abandonnée lorsque Castro a annulé son voyage. La première affaire d'assassinat d'un leader cubain à laquelle la CIA soit mêlée a eu lieu, selon les témoignages recueillis par la commission, en 1960. Un Cubain qui s'était porté volontaire pour rassembler des informations pour le compte de la CIA
informa son officier traitant qu'il aurait probablement l'occasion de rencontrer Raúl Castro. La station de la Havane de la CIA a aussitôt demandé au quartier général et aux autres stations de lui faire connaître le genre de renseignements dont ils avaient besoin et que le Cubain pouvait leur fournir. Dans son témoignage, l'officier traitant a déclaré qu'entre le Cubain et lui, il n'avait été question que de recueillir des renseignements, et que jamais il n'avait parlé d'assassinat. Le quartier général reçoit la dépêche de la station de la Havane le soir du 20 juillet. L'officier de service est convoqué au quartier général. Il contacte Tracy Barnes, l'adjoint de Richard Bissell, lui-même directeur des opérations et responsable de la direction des opérations clandestines. L'officier de service contacte aussi J.C. King, l'officier chargé de la division Amérique latine à la direction des opérations. Sur leur directive, l'officier de service envoie le matin du 21 juillet une dépêche à la station de la Havane, disant « Quartier général envisage sérieusement possibilité élimination 3 leaders ». La dépêche demandait si le Cubain était suffisamment motivé pour prendre le risque de provoquer un accident dont serait victime Raúl Castro. Elle ajoutait que la station pouvait, à sa discrétion, prendre contact avec l'homme pour évaluer jusqu'où il était prêt à aller et pour qu'il fasse certaines suggestions sur des questions de détail. On lui remettrait 10 000 $ si l'affaire réussissait, mais il n'était pas question de paiement par anticipation, parce qu'on craignait que le Cubain ne soit un agent double. D'après le témoignage de l'officier traitant, cette dépêche représentait un sérieux virage par rapport aux activités conventionnelles dont on nous avait chargés jusqu'à ce jour. L'officier de service s'est souvenu de la dépêche et de toute l'affaire précisément pour cette raison. C'était un message d'un genre tout à fait spécial, et je le dis parce que 15 ans plus tard, je m'en souviens encore. L'officier se souvient que, quand il a lu la dépêche, il a avalé de travers. L'officier traitant prit contact avec le Cubain et lui fit part de la proposition. Il évita soigneusement le mot « assassinat », mais il lui fit clairement comprendre que la CIA envisageait un accident pour enrayer l'influence de Raúl Castro. Le Cubain reçut l'assurance qu'en cas de mort, ses fils pourraient faire des études supérieures, et il accepta de prendre un risque calculé, refusant toutefois de faire quoi que ce soit qui n'apparaisse pas comme un pur accident. À son retour à la station, l'officier traitant apprit qu'une dépêche venait d'arriver qui disait « Ne poursuivez pas l'affaire, préférons laisser tomber ». C'était signé Tracy Barnes. Il était bien sûr trop tard pour laisser tomber l'affaire, le Cubain étant déjà en route pour rencontrer Raúl Castro. À son retour, le Cubain déclara à l'officier qu'il n'avait eu aucune possibilité de provoquer un accident. Une note dans les dossiers du Bureau des services médicaux de la Division des opérations nous apprend que le 16 août 1960, on a remis à un fonctionnaire une boîte des cigares préférés de Castro, avec mission de les traiter à l'aide d'un poison mortel. Les cigares ont été contaminés avec de la toxine botulique, une toxine assez violente pour tuer quiconque porterait un de ces cigares à sa bouche. Le 7 octobre 1960, le fonctionnaire annonce que les cigares sont prêts. Les notes de la division des services techniques indiquent qu'ils ont été remis à une personne qui n'est pas nommée le 13 février 1961. Le dossier ne nous dit pas si on a tenté de les offrir à Castro. En août 1960, la CIA décida d'engager des membres de la pègre ayant des contacts avec le syndicat des Jeux pour l'aider à assassiner Castro. L'origine de ce complot demeure obscure. La première preuve concrète de cette opération réside dans une conversation entre le directeur des opérations, Bissell, et le colonel Sheffield Edwards, directeur du Bureau de la sécurité.
Edwards s'est souvenu que Bissell lui avait demandé de trouver quelqu'un pour tuer Castro. Bissell a confirmé cela, et il croit même se souvenir qu'Edwards a suggéré de contacter des membres du syndicat des Jeux à Cuba. À son arrivée au pouvoir, Castro avait fait fermer les casinos. Mais ils furent ouverts à nouveau pour les touristes étrangers à la fin de février 1959 et le demeurèrent jusqu'à la fin de septembre 1961. Edwards confia cette mission au chef de la division de soutien opérationnel du Bureau de la sécurité. Le chef de la division de soutien s'est souvenu qu'Edwards lui avait dit que Bissell et lui cherchaient quelqu'un pour éliminer ou assassiner Castro. Edwards et le chef de la division de soutien décidèrent de s'en remettre à Robert A. Mayhew pour dénicher un homme assez solide pour accomplir un tel travail. Mayhew était un ancien agent du FBI qui était devenu détective privé en 1954. Un ex-collègue de Mayhew au FBI travaillait maintenant au bureau de la sécurité de la CIA et il avait fait engager Mayhew par l'agence pour plusieurs opérations secrètes particulièrement délicates dans lesquelles on ne voulait pas que se fasse prendre un fonctionnaire de l'agence ou d'un ministère. En 1954-1955, Mayhew avait collaboré avec la CIA pour essayer de faire rompre un contrat avec le gouvernement de l'Arabie saoudite qui donnait pratiquement à une seule personne le contrôle complet du transport du pétrole de ce pays. Mayhew était à l'époque au service d'un concurrent de la personne qui détenait ce contrat. Mais cela ne l'empêcha pas de collaborer de très près avec la CIA. Dans son témoignage, il affirme qu'après avoir consulté la CIA, il fit placer une table d'écoute dans la chambre d'hôtel du détenteur du contrat et que grâce à ses efforts, le contrat fut dénoncé. Mayhew fit notamment publier des détails de l'affaire dans un journal de Rome acquis grâce à des fonds de la CIA. Le chef de la division de soutien a d'autre part déclaré à la commission que, à la demande de la CIA, Mayhew avait fait réaliser à Hollywood un film qui décrivait le voyage en Union soviétique d'un chef d'État étranger avec une femme. La CIA voulait diffuser ce film en laissant croire qu'il s'agissait d'une production soviétique. Le film n'a jamais été utilisé. Mayhew a reconnu qu'il avait déniché un comédien ressemblant au chef d'État en question et qu'il avait organisé la production du film. Au début, Mayhew recevait de la CIA des honoraires mensuels de $500, mais on mit fin à cette pratique lorsque le bureau privé de Mayhew devint plus prospère. Le chef de la division de soutien se trouvait être depuis le début l'officier traitant de Mayhew, et en 1960, ils étaient devenus des amis intimes. À la fin d'août ou au début de septembre 1960, le chef de la division de soutien s'est entretenu de cette opération avec Mayhew. D'après les souvenirs de Mayhew, le chef de la division de soutien lui a demandé de se mettre en rapport avec John Rosselli, un membre de la pègre qui avait des contacts avec les milieux des Jeux de Las Vegas, pour savoir si Rosselli accepterait de participer à un plan destiné à se débarrasser de Castro. Le chef de la division de soutien, en revanche, affirme que c'est Mayhew qui a suggéré Rosselli. Mayhew connaissait Rosselli depuis la fin des années 1950. Bien que Mayhew ait prétendu qu'il ne savait pas jusqu'où pouvaient aller les contacts et les activités de Rosselli avec la pègre, il s'est souvenu que, de toute évidence, Rosselli avait la possibilité de faire avancer les choses à Las Vegas, alors que personne d'autre ne semblait y disposer des mêmes facilités. Au début, Mayhew ne voulait pas trop se mouiller dans cette opération pour ne pas nuire à ses relations avec un nouveau client, le milliardaire Howard Hughes. Dans sa déclaration à la commission d'enquête, Mayhew dit qu'à ce moment-là, Hughes devenait un de ses gros clients et que le fait de s'occuper de ce complot de la CIA pouvait nuire à son travail avec Hughes. Un peu avant les élections, en novembre 1960, Mayhew travaillait à Miami au projet d'assassinat.
il reçut un coup de téléphone de Hughes qui lui demandait de retourner sur la côte du Pacifique. Mayhew ne voulait pas perdre la clientèle de Hughes. « Je lui ai raconté, a-t-il dit, qu'il s'agissait d'un projet pour le gouvernement des États-Unis comprenant un complot pour se débarrasser de M. Castro, complot préalable à une invasion de Cuba. » Finalement, Mayhew a accepté parce qu'il avait le sentiment d'avoir envers la CIA une dette de reconnaissance. Le rapport de l'inspecteur général déclare « Edwards et Mayhew ont décidé que Mayhew se présenterait à Rosselli comme le fondé de pouvoir d'un groupe d'hommes d'affaires ayant des intérêts à Cuba, et pour qui l'élimination de Castro représentait un premier pas essentiel leur permettant de récupérer leurs investissements. » D'après les souvenirs du chef de la division de soutien, Mayhew devait utiliser cette couverture lorsqu'il présenterait l'affaire à Rosselli. Celui-ci, cependant, prétend que cette histoire a été inventée seulement après la prise de contact avec lui et qu'elle a servi de couverture commune pour lui, le chef de la division de soutien et Mayhew, lorsqu'on a par la suite recruté des Cubains pour exécuter le plan. Le chef de la division de soutien a déclaré qu'on avait dit à Mayhew d'offrir une somme d'argent, probablement $150,000, pour l'assassinat de Castro. Rosselli aurait rencontré Mayhew au restaurant Brown Derby à Beverly Hills au début de septembre 1960. Mayhew lui aurait dit que de hautes personnalités du gouvernement avaient besoin de son aide pour éliminer Castro, et il lui aurait demandé de recruter des Cubains à cette fin. Mayhew, de son côté, se souvient de cette rencontre. « J'ai informé Rosselli que j'avais été chargé par mon gouvernement de solliciter sa collaboration pour cette entreprise particulière. » D'après Mayhew, Rosselli avait hésité à participer au projet, mais ensuite il avait compris qu'il s'agissait pour lui d'un devoir envers son gouvernement, et il avait accepté de collaborer. Rosselli insista pour rencontrer un représentant du gouvernement. Une rencontre entre Mayhew, Rosselli et le chef de la division de soutien fut organisée à l'hôtel Plaza de New York. Le rapport de l'inspecteur général situe cette rencontre le 14 septembre 1960. Rosselli n'a pu se souvenir de la date précise, mais il s'est rappelé que c'était pendant la visite de Castro au siège des Nations Unies, entre le 18 et le 28 septembre 1960. D'après le témoignage du chef de la division de soutien, Mayhew l'aurait présenté à Rosselli comme l'un de ses associés en affaires. Mayhew, selon lui, se serait présenté comme le fondé de pouvoir d'un groupe international d'hommes d'affaires ayant réuni la somme d'argent nécessaire à l'assassinat de Castro. Rosselli, de son côté, affirme que Mayhew lui avait dit à ce moment-là que le chef de la division de soutien faisait partie de la CIA. On décida que Rosselli se rendrait en Floride pour recruter des Cubains. Edwards informa alors Bissell qu'on était désormais en contact avec le syndicat des Jeux. Pendant la semaine du 24 septembre 1960, il y eut une autre rencontre à Miami entre le chef de la division de soutien, Mayhew et Rosselli, pour arrêter les détails de l'opération. Rosselli se faisait appeler John Ralston et se présentait à ses contacts cubains comme l'agent de certaines firmes de Wall Street possédant des intérêts dans le nickel et d'autres ressources à Cuba, firmes qui lui fournissaient une assistance financière. Mayhew se chargeait de mettre au point l'opération et d'informer le chef de la division de soutien de son déroulement. Mayhew et Rosselli étaient à Miami depuis peu, cela s'est passé certainement avant le 18 octobre, quand Rosselli présenta à Mayhew deux individus sur lesquels il pensait pouvoir compter. Sam Gold, qui serait l'homme clé de l'affaire, et Joe, qui, selon Gold, serait le courrier vers Cuba et qui prendrait là-bas toutes les dispositions. Le chef de la division de soutien, alias Jim Olds pour la circonstance, prétend n'avoir rencontré Sam et Joe qu'une fois,
et encore brièvement. Le chef de la division de soutien déclare en outre qu'il a appris l'identité véritable de ses comparses lorsqu'un matin, Mayhew lui a téléphoné pour lui dire de jeter un coup d'œil sur le cahier Parade du Miami Times. Dans un article sur les 10 criminels les plus recherchés aux États-Unis, on pouvait voir que Sam Gold était en fait Momo Salvatore Giancana, un gangster de Chicago, et Joe Santo Trafficante, le chef de la Cosa Nostra à Cuba. Le chef de la division de soutien fit part de sa découverte à Edwards, mais il ignore si celui-ci a rapporté l'affaire à ses supérieurs. Selon le chef de la division de soutien, lorsque cet incident eut lieu, nous étions déjà dedans jusqu'au cou. C'était 1 mois environ après l'arrivée de Giancana, mais avant que l'on remette à Rosselli les pilules de poison. Selon Mayhew, le travail de Giancana consistait à trouver dans l'entourage de Castro quelqu'un qui pourrait se charger de l'exécution. Et pendant une assez longue période, Mayhew rencontra d'ailleurs Giancana presque tous les jours. Bien que Mayhew parle du rôle clé dévolu à Giancana, Rosselli prétend de son côté qu'aucun des Cubains prévus pour l'opération ne faisait partie des contacts de Giancana. Le rapport de l'inspecteur général contient un compte-rendu de conversation entre Bissell, Edwards et le directeur de la division des services techniques sur le moyen idéal d'empoisonner Castro. Certains faits portent à croire que c'est Giancana ou Rosselli qui a suggéré qu'on place une pilule de poison dans le verre de Castro afin de permettre à l'exécutant de s'en tirer. Rosselli, d'après le chef de la division de soutien, voulait un beau meurtre bien propre, sans risque de se retrouver dans un guet-apens. De préférence un poison qui ne laisserait aucune trace. Le chef de la division de soutien, toujours selon le rapport de l'inspecteur général, dit que la CIA avait d'abord pensé à un meurtre du genre règlement de compte de gangster dans lequel Castro serait abattu. Giancana, semble-t-il, s'opposa à l'idée, étant donné la difficulté d'embaucher quelqu'un pour une mission aussi dangereuse, et il suggéra le poison. Edwards rejeta le premier lot de pilules préparées par la division des services techniques parce qu'il était impossible de les dissoudre dans l'eau. Un second lot, qui contenait de la toxine botulique, fonctionna à merveille lors d'un essai sur des singes. Le chef de la division de soutien prit livraison des pilules probablement en février 1961. On l'assura qu'elles étaient absolument mortelles. Il les remit alors à Rosselli. Les dossiers montrent clairement qu'un Cubain a reçu les pilules pour les faire éventuellement passer à Cuba. Et ceci avant l'invasion de la baie des Cochons au milieu d'avril 1961. Cependant, les dossiers ne précisent pas exactement si 1 ou 2 tentatives ont été faites à ce moment-là, ni la date du ou des voyages. Fin février ou début mars 1961, d'après le rapport de l'inspecteur général, Rosselli pouvait annoncer au chef de la division de soutien que les pilules se trouvaient entre les mains d'un haut fonctionnaire de l'entourage de Castro, qui avait sans doute reçu des pots de vin des syndicats des Jeux. Au bout de quelques semaines, le fonctionnaire retourna les pilules, peut-être parce que, avant de les recevoir, il avait été limogé et n'avait donc plus ses entrées chez Castro. Enfin, le rapport nous apprend qu'une autre tentative fut faite en avril 1961, cette fois avec l'aide d'un membre éminent du mouvement des Cubains en exil. Dans leur déposition, Rosselli et le chef de la division de soutien ont déclaré que le fonctionnaire cubain décrit par l'inspecteur général comme ayant effectué la première tentative a bel et bien fait partie du complot, et que s'il a manqué son coup, c'est parce qu'il a eu les jetons. Il n'y a eu cependant, affirme avec certitude Rosselli, qu'une seule tentative d'assassinat de Castro avant la baie des Cochons. Les témoignages du chef de la division de soutien et de Mayhew ne nous éclairent pas là-dessus.
En tout état de cause, Rosselli dit au chef de la division de soutien que Trafficante croyait qu'un membre éminent de la communauté cubaine en exil serait en mesure d'exécuter l'assassinat. Le rapport de l'inspecteur général suggère que ce Cubain devait recevoir des fonds de Trafficante et d'autres gangsters soucieux de récupérer, après la chute de Castro, le monopole des jeux, de la prostitution et de la drogue. Le rapport émet également l'hypothèse que le Cubain en question s'est intéressé au complot d'assassinat pour financer des achats d'armes et d'équipements de transmission. Le Cubain prétendait avoir un contact dans un restaurant fréquenté par Castro. En guise de préambule, il demandait une somme d'argent et de l'équipement de transmission pour une valeur d'au moins $1000. Le chef de la division de soutien s'est souvenu que le colonel J.C. King, chef de la division Amérique latine, lui remit dans le bureau de Bissell $50,000 à donner au Cubain si celui-ci réussissait à assassiner Castro. Bissell l'autorisa également à remettre au Cubain l'équipement électronique qu'il réclamait. Le rapport de l'inspecteur général divise en 2 phases l'intrusion du syndicat des jeux dans l'opération. La première se termine avec la baie des cochons, et le début de la seconde coïncide avec l'arrivée dans l'affaire, à la fin de 1961, de William Harvey. Harvey possédait une longue expérience de l'action clandestine. Au moment où il assume la responsabilité du complot impliquant le syndicat des jeux, il est déjà responsable d'un bon nombre d'opérations importantes. Il sera d'ailleurs bientôt nommé à la tête du groupe d'études W, qui agira au nom de la CIA dans toutes les tentatives de l'administration Kennedy pour déloger Castro. Établir une ligne de démarcation précise entre la phase 1 et la phase 2 relève sans doute d'une vue de l'esprit. Les preuves accumulées montrent bien que l'opération n'a jamais cessé d'exister. Tout au plus y eut-il mise en veilleuse juste après la baie des cochons. Au début de 1961, Harvey est chargé d'instituer à l'intérieur de la CIA un service capable de mettre hors d'état de nuire des politiciens étrangers et pouvant utiliser l'assassinat en dernier recours. Ce service s'appellera Action exécutive et sera ensuite désigné par le cryptonyme ZR Rifle. Selon Harvey, c'est au cours d'un entretien, le 16 novembre 1961, que Bissell lui demanda de remplacer Edwards dans l'affaire de l'utilisation du syndicat des jeux. Les 2 hommes évoquèrent alors la possibilité d'appliquer à Cuba le programme ZR Rifle. Bissell ne nie pas que cet entretien ait eu lieu à la date mentionnée, mais il ajoute une précision. L'opération n'a pas été remise en branle. En d'autres termes, personne n'a demandé à Rosselli ou aux autres d'effectuer de nouvelles démarches avant mon départ de la CIA en février 1962. Harvey est d'accord. Bissell et lui n'ont fait qu'évoquer la fiabilité d'un engagement du syndicat des jeux contre Castro. En février 1962, c'est Richard Helms qui remplace Bissell en tant que directeur des opérations. Il devient donc le supérieur de Harvey. Début avril 1962, agissant selon son témoignage sur des ordres formels de Helms, Harvey demande à Edwards de le mettre en rapport avec Rosselli. C'est le chef de la division de soutien qui présente, à Miami, Harvey à Rosselli. Harvey demande à Rosselli de garder le contact avec les Cubains, mais d'ignorer Mayou ou Giancana qu'il considère comme peu sûrs et de trop dans l'affaire. Au dire du chef de la division de soutien, Rosselli au départ ne faisait pas confiance à Harvey, bien que par la suite ils soient devenus des amis intimes. Une deuxième rencontre a lieu à New York entre Harvey, le chef de la division de soutien, et Rosselli, les 8 et 9 avril 1962. Une note dans les dossiers de la division des services techniques indique que, le 18 avril 1962, le chef de la division de soutien a reçu 4 pilules de poison. Il remet les pilules à Harvey,
qui se rend à Miami le 21 avril. Rosselli est déjà en rapport avec ce même Cubain qui, avant la baie des Cochons, s'était chargé de faire passer à Cuba les pilules. En les remettant à Rosselli, Harvey lui dit « Celles-là sont efficaces partout, en tout temps et dans n'importe quoi. » Lorsque Rosselli l'informe que les Cubains ont l'intention d'utiliser les pilules pour assassiner Che Guevara en même temps que Fidel et Raúl Castro, Harvey approuve et selon Rosselli répond « Très bien, c'est très bien ce qu'ils veulent faire. » Le Cubain exigea qu'on lui livre des armes et de l'équipement avant qu'il ne s'acquitte de sa tâche. Avec l'aide de la station de Miami de la CIA, JM Wave, qui s'occupait de mener contre Cuba, Harvey réussit à se procurer des explosifs, des détonateurs, des fusils, des pistolets, des appareils radio et un radar marin, le tout d'une valeur d'environ $5,000. Harvey et le chef de la station JM Wave louèrent un camion sans chauffeur sous une fausse identité et transportèrent la marchandise jusqu'à un terrain de stationnement. Là, ils remirent les clés à Rosselli, qui, avec le chef de la division de soutien, était posté de l'autre côté de la rue. La marchandise fut ramassée par le Cubain ou par un homme de Rosselli. Les armes, d'après Harvey, auraient pu servir à la tentative d'assassinat, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on les a remises aux Cubains. Rosselli continua d'informer Harvey de la marche de l'affaire. En mai 1962, il annonce l'arrivée à Cuba des armes et des pilules. Le 21 juin, Harvey apprend de lui que le Cubain a dépêché à Cuba une équipe de 3 hommes. Le rapport de l'inspecteur général parle d'une mission imprécise et estime que l'équipe avait l'intention soit de tuer Castro, soit de recruter des tueurs à gages, les pilules de poison pouvant servir si une occasion favorable se présentait. Harvey a rencontré Rosselli à Miami les 7 et 11 septembre 1962. Le Cubain s'apprêtait, semble-t-il, à envoyer à Cuba une seconde équipe de 3 hommes, qui devait s'infiltrer dans la garde personnelle de Castro. Harvey a reçu l'assurance que les pilules, désignées alors comme les médicaments, se trouvaient toujours en sécurité à Cuba. Harvey, dans son témoignage, avoue qu'il commençait à douter sérieusement que l'opération puisse jamais avoir lieu. Il aurait dit à Rosselli « Je suis convaincu que cette affaire-là n'aboutira jamais. Je crois qu'on ne devrait pas aller plus loin. » La deuxième équipe n'est jamais partie pour Cuba, parce que, selon leur dire, les conditions dans l'île ne s'y prêtaient pas. Au début de janvier 1963, Harvey remit $2100 à Rosselli pour couvrir les dépenses du Cubain, et au milieu de février, il mettait un terme à l'opération. Lors d'une rencontre avec Rosselli à Los Angeles, on tomba d'accord pour que Rosselli espace progressivement ses relations avec les Cubains. Au lieu de cela, il rompit simplement tout contact avec eux, sans pour autant les informer que l'offre de $150,000 pour l'assassinat de Castro n'était plus valable. Les employés de la CIA qui l'ont connu expliquent le comportement de Rosselli par son patriotisme et affirment qu'il n'a pas été payé pour ses services. D'après le chef de la division de soutien, Rosselli payait ses dépenses, ses notes d'hôtel, ses frais de déplacement, et il n'a jamais accepté un cent. Il disait que c'était le moins qu'il pût faire pour le gouvernement des États-Unis, parce qu'il devait beaucoup à son pays. Rosselli a déclaré qu'il était mu par son sens de l'honneur et son dévouement. En 1943, Rosselli fut condamné pour avoir extorqué des fonds à des producteurs de cinéma qu'il prétendait assurer contre les mouvements de grève. Au moment où il se trouvait en contact avec la CIA, il s'occupait activement d'affaires d'hôtels et de maisons de jeux à Las Vegas. Il se peut qu'il ait considéré sa collaboration avec le gouvernement comme une assurance sur l'avenir.
Edwards aussi est d'accord. Rosselli n'a pas touché un centime. Et Mayhew? John Cannan n'a rien touché, pas même ses frais. Quant à M. Rosselli, il n'a reçu qu'une bagatelle qui ne pouvait couvrir qu'une infime partie de ses dépenses. Il a cependant été établi que la CIA a payé la note d'hôtel de Rosselli pendant son séjour à Miami en octobre 1960. Les relations de la CIA avec Rosselli ont causé quelque embarras à l'agence lorsque Rosselli s'est vu poursuivi pour fraude dans une maison de jeu et usage de fausses identités. En mai 1966, le FBI menaça Rosselli de déportation pour avoir vécu aux États-Unis sous un faux nom, à moins qu'il n'accepte de collaborer à une enquête sur la mafia. En effet, Rosselli, dont le nom véritable est Filippo Sacco, est né en Italie et est probablement entré illégalement aux États-Unis pendant son enfance. Rosselli alla trouver Edwards, qui informa le FBI que Rosselli voulait bien jouer franc jeu avec le bureau, mais qu'il craignait pour sa vie s'il parlait. Après son arrestation pour fraude au Friars Club de Beverly Hills en 1967, Rosselli demanda à Harvey, qui avait quitté la CIA, de le représenter. Harvey demanda à la CIA de faire cesser les poursuites. Rosselli fut par la suite déclaré coupable d'avoir enfreint les lois fédérales américaines sur le jeu. En 1971, la CIA demanda au service de l'immigration et de la naturalisation du département de la justice d'empêcher la divulgation du rôle opérationnel de Rosselli à la CIA, divulgation qui pouvait se produire si on entamait les procédures en déportation. La CIA obtint d'être tenue au courant des développements de cette affaire. L'ordre de déportation fait actuellement l'objet d'un litige devant les tribunaux. Au début de 1963, le groupe d'études W, cette section de la CIA qui couvrait alors les menées clandestines à Cuba, étudia 2 plans d'assassinat de Castro. Desmond Fitzgerald, décédé depuis, chef du groupe, demanda à son adjoint d'explorer la possibilité de placer, à un endroit où Castro faisait souvent de la plongée sous-marine, un coquillage exotique bourré d'explosifs. L'idée fut étudiée par la division des services techniques, mais on la rejeta comme impraticable. Le scénario du 2e plan prévoyait que James Donovan, qui négociait avec Castro la mise en liberté des hommes faits prisonniers lors de l'invasion de la baie des Cochons, remettrait à Castro un costume de plongée infecté. Donovan n'a pas été mis au courant de ce plan. Selon le rapport de l'inspecteur général, cette opération devait se dérouler en janvier 1963, au moment où Fitzgerald remplaçait Harvey à la tête du groupe W. Mais on ne sait pas qui de Harvey ou de Fitzgerald eut cette idée. Une date antérieure à celle mentionnée serait plus vraisemblable, cependant, car la mission de Donovan prend fin au milieu de janvier 1963. Pour reprendre le mot de Helms, il s'agissait d'un plan complètement farfelu. La division des services techniques fit l'achat d'un costume de plongée sur lequel on répandit un champignon qui devait provoquer une maladie chronique de la peau, le Madura foot. Quant à l'appareil respiratoire, on l'infecta avec le bacille de la tuberculose. Il semble, selon le rapport de l'inspecteur général, que l'on ait abandonné le plan parce que Donovan avait déjà, de son propre chef, offert à Castro un costume de plongée. Le costume contaminé, d'après Helms, n'a jamais quitté le laboratoire. Au début de 1961, un fonctionnaire de la CIA eut une entrevue avec un haut fonctionnaire du gouvernement cubain pour savoir si ce dernier serait prêt à travailler contre le régime de Castro. Pour désigner ce Cubain, on créa le cryptonyme A.M. Lash. Ce premier entretien n'apporta rien de concluant, mais il entraîna d'autres rencontres, au cours desquelles A.M. Lash se dit prête à collaborer avec la CIA. La CIA considérait A.M. Lash comme un de ses agents importants à Cuba.
À cause de son rang élevé et de la confiance que lui témoignait Fidel Castro, A.M. Lash pouvait fournir à la CIA des renseignements précieux sur les rouages internes du régime. On croyait aussi qu'il était homme à prendre part à un éventuel coup d'État à Cuba. Dans le cadre de l'opération dite A.M. Lash, ce fonctionnaire cubain était l'agent principal. Au même moment, la CIA commanditait une opération distincte qui visait à infiltrer les forces armées cubaines, soit pour encourager les défections, soit pour obtenir des renseignements de la part de dissidents, et peut-être même amener la formation d'un groupe d'hommes capables de prendre la relève du gouvernement d'alors. Les deux officiers qui furent successivement responsables de A.M. Lash s'occupaient aussi de ce programme. Pendant la période qui s'étend des premiers contacts avec A.M. Lash jusqu'à la fin de 1963, on n'a jamais su très bien s'il allait déserter son pays ou demeurer à Cuba. Le FBI et la CIA repoussèrent ses premières demandes d'aide pour quitter Cuba. Lorsque, en juin 1962, le premier officier traitant fut mis sur l'affaire, ses ordres spécifiaient qu'il devait veiller à ce que A.M. Lash demeure sur place et continue à rester en contact avec nous. À l'automne de 1963, A.M. Lash se dit prêt à demeurer à Cuba, à condition de pouvoir jouer un rôle important dans l'émergence d'un nouveau Cuba. Et il exprima le désir de préparer l'exécution de Fidel Castro. Au cours d'une autre rencontre, quelques jours plus tard, entre A.M. Lash et son officier traitant, la question de l'assassinat de Castro revint sur le tapis. Selon le rapport de l'officier, ils parlèrent d'assassinat au cours d'une discussion sur le rôle de A.M. Lash à Cuba, et A.M. Lash sembla tiquer sur le mot. Il n'avait rien contre l'acte en lui-même, mais plutôt contre le mot utilisé pour le décrire. Éliminer lui semblait plus acceptable. Dans leur témoignage, les deux officiers disent n'avoir jamais demandé à A.M. Lash d'assassiner Castro. Les dossiers, cependant, sont clairs. Tous deux savaient que A.M. Lash désirait s'engager dans cette voie. Voici à l'appui le texte d'un câble adressé au quartier général et portant sur une rencontre avec A.M. Lash en 1963. N'avons aucune intention de donner pour mission à A.M. Lash l'élimination physique comme il le demande, mais sommes conscients qu'il peut ou pourrait le faire de lui-même. A.M. Lash, au cours d'une rencontre à la fin de l'automne 1963, évoqua à nouveau l'idée de quitter Cuba, mais il se dit prêt à travailler contre le régime Castro si les Américains pouvaient lui garantir leur appui total. A.M. Lash, selon son deuxième officier traitant, exigeait des armes, des dispositifs pouvant le couvrir au cas où ses menées contre Castro viendraient à être découvertes, et un entretien avec l'attorney général Robert Kennedy. Desmond Fitzgerald, chef du bureau des affaires spéciales, accepta de rencontrer A.M. Lash et de lui donner toutes les garanties qu'il demandait. Fitzgerald, d'après le rapport de l'inspecteur général, consulta le directeur Helms, qui lui suggéra de se faire passer pour le représentant personnel de Robert Kennedy. Helms ne s'est pas rappelé cette conversation avec Fitzgerald. Et s'il n'a pas consulté l'attorney général, c'est sans doute, dit-il, parce que ça allait tellement dans le sens de ce que nous voulions faire, c'est-à-dire trouver à Cuba quelqu'un qui puisse diriger un gouvernement et avoir sur place une alternative à Castro. C'est tellement ce que nous cherchions, et ce qu'en fait tout le monde attendait de nous, que j'ai dû effectivement dire quelque chose comme ça. Helms dit à Fitzgerald d'y aller carrément et de dire aux Cubains « Du point de vue appui politique, le gouvernement américain est derrière vous si vous réussissez. » Ainsi, dit Helms, ça n'a rien à voir avec des meurtres. On parle uniquement de l'aspect action politique. Fitzgerald rencontre A.M. Lash à la fin de l'automne 1963
et lui promet l'appui du gouvernement américain en cas de coup d'État contre Castro. Plus tard, au cours de son entrevue avec l'inspecteur général, Fitzgerald s'est souvenu que A.M. Lash avait réclamé à plusieurs reprises une arme, plus précisément un fusil puissant avec lunettes télescopiques qui permettrait de descendre Castro à distance. Fitzgerald dit à A.M. Lash que les États-Unis ne voulaient pas se voir impliqués dans un attentat contre la vie de Castro. Selon son second officier traitant, A.M. Lash a évoqué la possibilité d'assassiner Castro, mais sans apporter de précision. A.M. Lash, cependant, était convaincu qu'il fallait se débarrasser de Castro avant de tenter un coup à Cuba. A.M. Lash demande à nouveau à son officier des fusils et des grenades. Extrait d'une note du deuxième officier traitant. CSAS, Fitzgerald, est d'accord pour qu'on dise à A.M. Lash qu'on lui indiquera une cache d'armes à Cuba. La cache pourrait contenir, s'il le désire, des fusils puissants avec lunettes. Le 22 novembre 1963, on apprenait à A.M. Lash que les armes seraient larguées sur Cuba. Autre dispositif offert à A.M. Lash, un stylo-bille muni d'une aiguille hypodermique. L'aiguille était si fine que la victime ne pourrait même pas sentir l'injection. D'après le rapport de l'inspecteur général, le second officier déclara, au cours d'un entretien en 1967, que A.M. Lash avait demandé à la CIA de mettre au point des dispositifs techniques pour effectuer le travail, afin qu'il ne risque pas automatiquement sa peau dans l'aventure. Selon le témoignage de l'adjoint de Fitzgerald, le stylo devait montrer notre bonne foi, et comme nous avions l'ordre de trouver quelque chose pour se débarrasser de Castro, nous avons cru que ce moyen serait plus efficace qu'un fusil. Helms est d'accord. La CIA a fabriqué ce stylo pour A.M. Lash afin de répondre à sa demande d'un dispositif pratique pour se débarrasser de Castro, le tuer ou l'assassiner, selon les expressions. C'était un moyen de gagner du temps. Le second officier traitant a donné une version contradictoire. Selon lui, le stylo devait permettre à A.M. Lash de se défendre, au cas où il aurait à faire face à l'accusation d'avoir participé à un coup d'État militaire contre Castro. D'après l'officier, A.M. Lash désirait un dispositif secret, facile à dissimuler, qu'il pourrait utiliser pour se défendre. Il ne s'agissait pas d'une arme offensive, mais bien plutôt d'un support moral qui lui rappellerait que nous avions à cœur de le protéger et que nous voulions assurer sa sécurité. Cette version des faits ne concorde absolument pas avec des documents qui se trouvent dans les dossiers de la CIA et qui démontrent que A.M. Lash avait bien l'intention de tuer Castro, que la CIA le savait et qu'elle a tout fait pour lui en fournir les moyens. Le 22 novembre 1963, Fitzgerald et l'officier traitant rencontrent A.M. Lash et lui remettent le stylo, en lui recommandant de le remplir de Black Leaf 40, un poison mortel qu'on trouve dans le commerce. Le rapport de l'inspecteur général souligne que c'est probablement au moment même où le président Kennedy était assassiné qu'un employé de la CIA rencontrait un agent cubain et lui donnait une arme pour tuer Castro. A.M. Lash, d'après son officier, ne trouvait pas le stylo très au point et ajouta que la CIA devait bien pouvoir inventer quelque chose de plus fort que ça. L'officier se souvient d'avoir remis le stylo à A.M. Lash, mais il ne sait plus très bien si ce dernier l'a emporté ou s'il l'a jeté. A.M. Lash aurait déclaré n'avoir aucune intention d'emporter le stylo à Cuba, mais l'officier ignore ce qu'il en a fait. Un document rédigé en 1965 et trouvé dans le dossier A.M. Lash de la CIA précise « Le 22 novembre 1963, Fitzgerald et l'officier traitant donnent à A.M. Lash l'assurance que la CIA lui fournirait tout ce dont il aurait besoin, lunettes télescopiques, silencieux, tout l'argent qu'il voulait. Mais à peine les deux hommes ont-ils quitté la réunion que la situation change totalement.
ils apprennent que le président Kennedy vient d'être assassiné. Cet événement modifie les plans concernant A.M. Lash et il est décidé qu'il nous est désormais impossible de participer à l'assassinat d'un homme politique étranger, même Castro, et qu'en conséquence nous ne pouvons plus aider A.M. Lash. Ce n'est qu'en novembre 1964 que l'officier traitant informe A.M. Lash de cette décision. Mais en réalité, les tentatives d'assassinat impliquant A.M. Lash continuèrent jusqu'en 1965.